le 4 juin 1940. 338 000 soldats alliés venaient tout juste d'être évacués des plages de Dunkerque, abandonnant derrière eux tous les chars, toutes les pièces d'artillerie, tous les véhicules qu'ils avaient apportés en France. Le corps expéditionnaire britannique s'était échappé de justesse, mais il avait laissé sur le sol français de quoi équiper toute une armée. À Paris, les gens lisaient les journaux et comprenaient ce que cela signifiait. Les Britanniques rentraient chez eux et la France était seule. Angus Humbert, âgée de 22 ans, historienne de l'art au musée de l'Homme à Paris, marchait dans des rues qui semblaient vides. Le gouvernement parlait déjà de se déplacer vers le sud pour fuir l'avance allemande. Ses collègues murmuraient entre eux, se demandant ce qui allait suivre. Certains disaient que la Grande-Bretagne négocierait maintenant que Churchill serait raisonnable que la guerre se terminerait. La France avait combattu, avait saigné, et maintenant tout était fini. Mais dans les cafés, les appartements, les musées et les universités, certaines voix ne chuchotaient pas la reddition. Elles posaient une autre question: que se passera-t-il si la Grande-Bretagne ne s'arrête pas? L'avancée allemande traversa la France comme une faux à travers un champ de blé. En 6 semaines, l'armée française qui avait tenu tête aux Allemands pendant 4 ans lors de la dernière guerre s'effondra. Non pas parce que les soldats français refusaient de se battre, 90 000 d'entre eux moururent en essayant, mais parce que les panzers allemands allaient trop vite. La Luftwaffe dominait les cieux et la structure de commandement française conçue pour la guerre de tranchées de 1914 ne pouvait pas s'adapter à ce nouveau type de guerre. À la mi-juin, les chars allemands se trouvaient à 80 km de Paris. Sur les routes du Sud, 6 millions de civils français fuyaient. Ils marchaient, poussaient des charrettes, transportaient des enfants dans des valises et emportaient tout ce qu'ils pouvaient saisir. Les avions allemands mitraillaient les colonnes de réfugiés. Des gens mouraient dans les fossés, sur les bords de route, dans les champs. Le gouvernement s'enfuit à Bordeaux. L'armée était anéantie. Et à Paris, Hannes Humbert regarda les motos allemandes descendre les Champs-Élysées le 14 juin. Cette nuit-là, elle écrivit dans son journal, la main tremblante. Non pas de peur, même si la peur était là, mais de rage, de la sensation que quelque chose de fondamental s'était brisé, que le monde qu'elle connaissait avait pris fin et qu'elle ignorait ce qui viendrait après. 2 jours plus tard, le 16 juin, Paul Reynaud démissionna de son poste de Premier ministre. Il voulait continuer à se battre, transférer le gouvernement en Afrique du Nord pour poursuivre la guerre depuis les colonies, mais son cabinet refusa de le suivre. Le maréchal Philippe Pétain, âgé de 84 ans, héros de Verdun, prit sa place, et la première chose qu'il fit fut de demander à l'Allemagne un armistice. À Londres, un brigadier général français de 49 ans, nommé Charles de Gaulle, apprit la nouvelle. Il venait d'être nommé sous-secrétaire d'État à la guerre, quelques jours plus tôt, et se trouvait à Londres pour négocier avec Churchill la poursuite de la coopération. À présent, son gouvernement se rendait. Il devait faire un choix. Churchill lui avait déjà fait le sien clairement le 4 juin devant le Parlement après Dunkerque. Sa voix portait cette qualité singulière, cette cadence de tonnerre roulant qui donnait à ses mots la force d'armes. « Nous nous battrons sur les plages, dit-il. Nous nous battrons sur les terrains de débarquement. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. » En France, ceux qui entendirent parler de ce discours qui lurent les comptes rendus dans les journaux réagirent différemment. Certains pensaient que Churchill était fou. La Grande-Bretagne était une île sans véritable armée désormais. Son matériel reposait au fond de la mer ou avait été abandonné en France. Comment pouvait-elle se battre seule? Mais d'autres entendirent autre chose dans ces mots. Hannes Humbert l'entendit. Il joue tout comme un professeur de littérature nommé Jean Cassou, tout comme un directeur de musée nommé Boris V. Ils y entendirent de la défiance, le son d'un homme refusant d'admettre que la guerre était terminée. Le 17 juin, Pétain s'adressa à la nation française à la radio. Sa voix était vieille, fatiguée, paternelle.
C'est le cœur serré, dit-il, que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Et... Il qualifia cela de nécessaire d'honorable. Il déclara faire don de sa personne à la France en son heure de détresse. Annès écouta cette allocution depuis son appartement. Elle sentit quelque chose de glacé s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas un armistice, c'était une capitulation. C'était la fin de la France telle qu'elle l'avait connue. Et Pétain en parlait comme si c'était noble, comme si renoncer était une forme de sacrifice. Elle pensa à la Grande-Bretagne, au discours de Churchill, au fait que de l'autre côté de la Manche, quelqu'un disait encore « non ». Le lendemain 18 juin, Charles de Gaulle se tenait dans un studio de la BBC à Londres. Il avait fait son choix. Il avait refusé de retourner en France, refusé d'accepter l'armistice. Désormais, il allait s'adresser à ses compatriotes depuis l'exil à la radio pour leur dire que la France n'était pas perdue. Sa voix était raide formelle, celle d'un officier de carrière peu habitué aux ondes, mais ses mots étaient clairs. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas, dit-il. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre. Presque personne en France n'entendit cette allocution. La BBC n'était pas encore largement écoutée, et le brouillage allemand commençait déjà. De Gaulle n'était qu'un général subalterne à peine connu hors des cercles militaires. Son discours aurait dû se perdre dans les parasites, être oublié. Mais il ne le fut pas, car dans les jours et les semaines qui suivirent la rumeur se propagea. Quelqu'un l'avait entendu et l'avait répété à quelqu'un d'autre. Quelqu'un l'avait noté. Quelqu'un l'avait imprimé sur une feuille clandestine. Et en France, des gens, ceux qui ressentaient la même rage glaciale qu'Annès, commencèrent à comprendre qu'ils n'étaient pas seuls. À Paris, au musée de l'homme, Annès et ses collègues commencèrent à se réunir en secret. Ils n'étaient pas des soldats, c'étaient des intellectuels, des universitaires, des employés de musée. Mais ils se mirent à produire un journal clandestin. Ils l'appelèrent « Résistance ». Ils y écrivaient des articles affirmant que la France n'était pas vaincue, que la guerre continuerait, que le refus de la Grande-Bretagne de se rendre signifiait que l'espoir existait encore. Ils tournaient leur regard vers Londres, non seulement vers de Gaulle, mais vers ce simple fait, la Grande-Bretagne continuait à se battre. Churchill avait dit « non », et quelque part, quelqu'un résistait encore. Boris V., l'ethnographe du musée, un savant d'origine russe, devenu français par choix, résuma cela simplement lors d'une de leurs premières réunions. Si les Britanniques peuvent se battre seuls, alors nous ne sommes pas seuls à refuser d'accepter cela. Ses mains bougeaient en parlant comme toujours lorsqu'il développait une idée. Pétain dit « La guerre est finie ». Churchill dit « Elle continue ». Nous choisissons Churchill. Ce n'était pas si simple, bien sûr. Rien dans la France occupée n'était simple. L'armistice fut signé le 22 juin, dans le même wagon de chemin de fer où l'Allemagne avait signé sa reddition en 1918. Hitler avait tenu à ce détail pour que l'humiliation soit totale. L'armistice divisa la France en deux, le Nord, y compris Paris, sous occupation directe allemande. Le Sud, sous le gouvernement de Pétain, à Vichy, techniquement non occupé, mais collaborant avec l'Allemagne. Pour la plupart des Français, l'été 1940 fut une question de survie. Trouver de la nourriture, éviter l'attention des Allemands, tenter de comprendre à quoi ressemblerait désormais la vie. La résistance n'était pas encore un mouvement de masse. C'étaient des individus de petits groupes, des gens incapables d'accepter ce qui s'était passé. Et pour beaucoup d'entre eux, la décision de la Grande-Bretagne de continuer à se battre faisait la différence entre le désespoir et l'espoir. Jean Cassou, le professeur de littérature, écrivit dans son journal, à propos de ses écoutes de la BBC, de la façon dont la voix de Churchill perçait les grésillements. Il parle, écrivit Cassou, comme si la défaite était impossible, comme si l'idée même de la reddition était incompréhensible. En l'entendant, je me souviens que c'est incompréhensible que nous avons oublié quelque chose d'essentiel de nous-mêmes, et il nous le rappelle. La BBC devint une bouée de sauvetage. Les gens se rassemblaient en secret,
pour écouter risquant l'arrestation s'ils étaient découverts. Les Allemands avaient ordonné la remise de tous les postes de radio, mais beaucoup les cachèrent. Et nuit après nuit, ils syntonisaient Londres, le service français de la BBC, pour entendre que la guerre n'était pas terminée. Ces émissions n'étaient pas seulement des nouvelles militaires. C'était aussi une guerre psychologique, mais pas au sens cynique du terme. C'étaient des rappels que la résistance était possible, que la France n'avait pas cessé d'exister simplement parce que Pétain s'était rendu, que de l'autre côté de la Manche, quelqu'un croyait encore. Dans la zone sud, la prétendue zone libre sous contrôle de Vichy, les gens voyaient le gouvernement de Pétain collaborer avec les Allemands et en étaient écœurés. Le régime de Vichy promouvait ce qu'il appelait la révolution nationale. Valeurs traditionnelles, obéissance, collaboration. On affichait des posters avec le visage grand-paternel de Pétain et des slogans tels que « Travail, famille, patrie ». Mais à Lyon, à Marseille, à Toulouse, les gens commencèrent à s'organiser en petits groupes, ici une cellule communiste, là un réseau de résistance catholique. Des militants socialistes d'anciens officiers refusant la défaite. Ils avaient des opinions différentes, des parcours différents, mais une chose les unissait. Ils croyaient que la guerre n'était pas finie et tous regardaient vers la Grande-Bretagne. Lucie Aura, une jeune enseignante à Lyon, écoutait la BBC avec son mari Raymond. Ils entendaient les discours de Churchill, les appels de De Gaulle, les nouvelles du début de la bataille d'Angleterre en juillet. Les avions allemands attaquaient la Grande-Bretagne, tentant de la forcer à se rendre, et la Grande-Bretagne ripostait. « Chaque nuit où ils ne se rendent pas, dit Lucie à Raymond, est une nuit qui prouve que Pétain avait tort. » Elle avait 28 ans, enseignait l'histoire à des adolescents à qui l'on répétait que la défaite de la France était inévitable, que la collaboration était une forme de sagesse, et chaque nuit la BBC racontait une autre histoire. La bataille d'Angleterre devint un symbole. En septembre 1940, lorsque les bombardiers allemands envahirent le ciel de Londres, lorsque la Luftwaffe tenta de briser la volonté britannique par la terreur, les résistants français écoutaient les rapports. Ils entendaient parler de la RAF qui se battait des civils britanniques qui enduraient le blitz du gouvernement de Churchill refusant toute idée de négociation. Hannes Schumbar écrivit à ce sujet dans son journal « Londres brûle », écrivit-elle, et ne se rend pas. Paris s'est rendu sans brûler. Qu'est-ce que cela dit de nous? Qu'est-ce que cela dit d'eux? Ce n'était pas une admiration sans complexité. Certains résistants éprouvaient de la honte de voir la Grande-Bretagne se battre pendant que la France avait cédé. D'autres ressentèrent de la colère contre les Britanniques pour avoir évacué à Dunkerque, pour ne pas en avoir fait plus, pour aider la France. Certains se sentaient abandonnés. Mais sous tout cela, il y avait autre chose, la reconnaissance que la défiance britannique donnait un sens à leur propre résistance. Si la Grande-Bretagne avait négocié après Dunkerque, si Churchill avait accepté les offres de paix d'Hitler, alors les résistants français auraient combattu pour rien. Il n'y aurait eu aucune puissance alliée restante, aucun espoir de libération, aucun sens à leur lutte. Ils auraient été vraiment seuls. Mais la Grande-Bretagne continua de se battre, et cela signifiait que la résistance n'était pas vaine. Cela signifiait qu'il restait une guerre à gagner. À la fin de 1940, le réseau du Musée de l'Homme fonctionnait à plein. Ils produisaient, leur journal aidant les soldats alliés à s'échapper, recueillait des renseignements. La Gestapo les traquait, ils connaissaient les risques. Plusieurs membres étaient déjà inquiets parlant d'arrêter, disant que le danger devenait trop grand. Boris V s'opposa à cette idée. « Les Britanniques ne se sont pas arrêtés quand c'était dangereux, dit-il. Ils ne se sont pas arrêtés quand c'était rationnel de le faire. Nous ne nous arrêterons pas non plus. » En décembre 1940, la Gestapo arrêta les premiers membres du réseau. En février 1941, ils avaient arrêté Hannes Humbert Boris V et la plupart des autres. Ils avaient été trahis par quelqu'un de leur cercle, quelqu'un qui avait parlé.
Hannes passa les 4 années suivantes dans les prisons et camps de travail allemands. Boris V fut exécuté par un peloton d'exécution en février 1942. Le réseau du Musée de l'Homme fut détruit, mais leur journal Résistance avait donné son nom au mouvement, et leur exemple inspira d'autres. Dès 1941, des réseaux de résistance se formaient dans toute la France. Certains étaient communistes organisés par le PCF après l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne. D'autres étaient gaullistes fidèles à De Gaulle à Londres. D'autres encore étaient indépendants de simples Français refusant d'accepter l'occupation. Tous, d'une manière ou d'une autre, suivaient l'exemple britannique, l'exemple de dire non, quand tout le monde disait que la reddition était inévitable. Jean Moulin, qui allait devenir le grand unificateur de la résistance française, s'enfuit à Londres en septembre 1941. Il rencontra De Gaulle, les services secrets britanniques et le Special Operations Executive. Il leur parla des réseaux de résistance en France, du besoin de coordination, de ravitaillement, de soutien. Et il leur dit autre chose, il leur expliqua que le refus britannique de se rendre avait constitué le fondement psychologique de la résistance française, que sans cet exemple, sans cette preuve que la défiance était possible, la résistance n'aurait peut-être jamais vu le jour. Le gouvernement de Churchill, par l'intermédiaire du SOE, commença à larguer du matériel en France, armes, explosifs, radios argent. Des agents britanniques et français libres furent parachutés pour aider à organiser les réseaux. La résistance passa de groupes dispersés à une véritable armée clandestine. Mais tout avait commencé avec des gens comme Hannes Humbert, comme Boris V, comme Jean Cassou, qui avaient entendu Churchill dire « Nous ne nous rendrons jamais » et avaient pensé « Alors, nous non plus ». La relation n'était pas simple. Celle de Gaulle avec Churchill était notoirement difficile. De Gaulle était fier, intransigeant, obsédé par la souveraineté et la dignité française. Churchill le trouvait exaspérant, disant un jour « La croix la plus lourde que j'ai à porter est la croix de Lorraine, le symbole de Gaulle. » Britanniques et Français libres se disputaient constamment sur la stratégie, la politique, le rôle de la France dans la guerre. Mais pour les résistants de France, ces complications politiques comptaient moins qu'un fait fondamental, la Grande-Bretagne se battait. Londres était le phare. La BBC était la voix qui perçait la propagande et leur rappelait que la résistance était possible. En 1942, la résistance menait des opérations de sabotage, recueillait des renseignements, aidait les aviateurs alliés à s'échapper. En 1943, elle se préparait à la libération, coordonnant ses actions avec le commandement allié. En 1944, lorsque les Alliés débarquèrent en Normandie, la résistance se souleva à travers toute la France, coupant les voies ferrées, tendant des embuscades aux unités allemandes, libérant des villes, avant même l'arrivée des troupes alliées. Lucie Aura, qui écoutait la BBC à Lyon, devint une organisatrice clé de la résistance. Elle participa à des opérations et aida des prisonniers à s'évader et survécut à la guerre. Après la libération, elle écrivit sur ses premiers jours sur ce qu'elle avait ressenti en entendant les discours de Churchill et en comprenant que résister était possible. Nous avions besoin que quelqu'un nous montre que la défaite pouvait être refusée, écrivit-elle. Pétain nous disait d'accepter. Churchill disait à la Grande-Bretagne de se battre, et nous avons choisi de croire Churchill. Hannes Humbert survécut de justesse au camp. Elle fut libérée par les troupes soviétiques en avril 1945, pesant 35 kilos, la santé brisée. Elle rentra en France et écrivit ses mémoires « Résistance » à propos de ses premiers jours au Musée de l'Homme. Elle raconta le moment où elle avait entendu parler du discours de Churchill « Nous nous battrons sur les plages » et ce qu'elle avait ressenti en sachant que quelque part quelqu'un refusait d'accepter le monde que Pétain proposait. Ce refus lui avait donné le courage de refuser à son tour. « On nous disait que la guerre était finie », écrivit-elle. La Grande-Bretagne disait que non. Nous avons cru la Grande-Bretagne et nous avions raison. La résistance française ne fut pas créée par le refus britannique de se rendre.
Elle fut créée par des Français qui choisirent de résister, qui risquèrent tout, qui combattirent et moururent pour la libération de leur pays. Le courage fut le leur, le sacrifice fut le leur. Mais la décision britannique de poursuivre le combat après Dunkerque, les discours de Churchill, le simple fait que Londres continuait de diffuser, de se battre, de dire non, donna aux résistants quelque chose d'essentiel, la preuve que la résistance était possible. La démonstration que la défiance pouvait triompher. L'espoir de ne pas être seul. En juin 1940, lorsque la France s'effondra, lorsque Pétain se rendit, lorsque les chars allemands traversèrent un Paris, l'avenir semblait sombre. La plupart pensaient que la guerre était terminée, qu'Hitler avait gagné, que la seule question était de savoir à quelles conditions la Grande-Bretagne accepterait la paix. Mais Churchill dit non. La Grande-Bretagne continua le combat. Et en France, ceux qui ne pouvaient pas accepter la capitulation entendirent ce non et se dirent « Nous pouvons le dire aussi ». Ils en payèrent un prix terrible. La Gestapo arrêta des milliers de résistants. Beaucoup furent torturés, exécutés, envoyés dans les camps. La résistance perdit des figures, comme Boris V, fusillé au Mont Valérien, comme Jean Moulin, torturé à mort par Klaus Barbie, comme d'innombrables autres dont nous ne connaissons pas les noms, morts dans des caves des camps ou des forêts. Mais ils ont gagné. La France fut libérée. La résistance joua un rôle crucial dans cette libération en sabotant les forces allemandes, en se soulevant lorsque les Alliés débarquèrent. Et tout avait commencé avec des gens qui avaient entendu que la Grande-Bretagne refusait de se rendre et qui décidèrent qu'eux aussi pouvaient refuser. 75 ans plus tard, il est facile d'oublier à quel point cela semblait impossible en juin 1940. À quel point la reddition paraissait rationnelle. À quel point continuer la résistance semblait insensé. La Grande-Bretagne était seule, son armée évacuée mais vaincue, ses villes sur le point d'être bombardées, sa survie incertaine. Les résistants français étaient encore plus seuls. Ils se trouvaient en territoire occupé, entourés de forces allemandes, traqués par la Gestapo sans armée, sans armes, sans soutien. Seulement leur conviction que la reddition était inacceptable. Et ils regardaient vers Londres, vers la voix de Churchill à la BBC, vers ce simple fait, la Grande-Bretagne continuait à se battre, et ils y trouvèrent le courage de lutter eux aussi. Lorsque Hannes Humbert fut arrêtée, lorsque la Gestapo l'interrogea, on lui demanda pourquoi elle avait fait cela, pourquoi elle avait tout risqué, pour une cause perdue d'avance. La France s'était rendue. L'Allemagne avait gagné. Pourquoi ne pouvait-elle pas accepter la réalité? Elle leur parla de la BBC, des discours de Churchill, du fait que la Grande-Bretagne n'avait pas elle non plus accepté cette réalité. Elle leur parla du choix de la défiance plutôt que de la résignation. Ils l'envoyèrent dans un camp de travail en Allemagne. Elle survécut. La Grande-Bretagne survécut. La France fut libérée. Et la réalité que la Gestapo avait voulu lui imposer s'avéra être un mensonge. C'est cela que la résistance française disait lorsque la Grande-Bretagne refusa de se rendre après Dunkerque. Ils disaient « S'ils peuvent se battre, nous aussi. S'ils peuvent refuser, nous aussi. S'ils peuvent croire à la victoire quand elle semble impossible, nous aussi. » Ils disaient « Nous ne sommes pas vaincus. Nous ne sommes pas finis. Nous ne nous rendrons pas. » Ils disaient « La flamme de la résistance française ne s'éteindra pas. » Elle ne s'est pas éteinte.